Je suis obligée de me mettre un petit chrono parce que j'ai tendance à être très bavarde. Je ne sais pas si je vais réussir à parler aussi vite que vous. Merci beaucoup pour les deux présentations. Moi, je m'appelle Katia Youssof. Je suis praticien hospitalier en neurologie dans un service qui, depuis plus de 15 ans, accueille beaucoup de patients atteints de maladie de Huntington. C'est l'histoire du service, c'est l'histoire, on va dire, de l'engagement de ma chef de service, le professeur Anne-Catherine Bachou-Lévy, qui a commencé à voir des patients il y a fort longtemps, à la fin des années 90, et c'est une histoire qui se poursuit et qui va se poursuivre, j'espère, différemment dans les années qui viennent. Je suis venue ici et je remercie vraiment beaucoup les organisateurs de cette journée. On a eu du mal à la concrétiser, puisqu'on a eu plusieurs reports à cause de ce que vous n'avez bien entendu pas manqué de voir, que nous vivons depuis cette dernière année une histoire assez inédite sur le plan sanitaire. Et on a continué à travailler pendant toute cette période-là, même si on n'a pas pu se réunir. Donc je suis très contente. 200 personnes, ça fait beaucoup, peut-être plus, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont connectés à plusieurs derrière leur ordinateur. Donc bonjour à tout le monde. Et je vais probablement être obligée de faire l'impasse sur certaines diapositives, mais on m'a demandé de traiter un sujet qui était comment faire pour aider les patients, les familles, comment percevoir les besoins des gens. Et donc, je vais faire ce que je peux pour répondre à la question. C'est un peu des figures imposées, comme au patinage artistique. Alors, pourquoi sommes-nous là aujourd'hui ? Alors, en fait, et c'était formidable de commencer par un témoignage de quelqu'un qui a une histoire à raconter. Ce qui se passe tous les jours en consultation lorsque je reçois des patients et des familles, c'est qu'ils me racontent des histoires. Et alors, j'ai une mémoire épouvantable pour l'histoire des médicaments que j'ai prescrits. Je suis incapable de dire ce que j'ai prescrit la semaine d'avant à quelqu'un. Mais par contre, je me souviens très, très bien des histoires. Et même de la vôtre, je ne la connaissais pas, mais maintenant, je m'en souviendrai. Parce que c'est une histoire, c'est comme être au cinéma et entendre quelque chose d'assez extraordinaire et la façon dont les gens font face à une situation très complexe. Alors on est là aujourd'hui parce qu'il y a un intérêt pour la maladie de Huntington. Et il y a peu de gens qui ont dit c'est une maladie orpheline, alors on a dit que c'était une maladie rare parce que c'est les chiffres et c'est la réalité des choses, mais c'est plus une maladie orpheline dans la mesure où il y a cet intérêt, cet engouement de connaissances autour de la maladie de Huntington. Donc c'est fini, c'est plus une maladie orpheline, c'est une maladie qui a fait plein de petits chercheurs, de petits médecins intéressés, d'aidants professionnels qui veulent en savoir plus. Et à partir de ce moment-là, on peut dire qu'on forme tous une sorte de communauté, puisqu'il y a quelque chose, et c'est pas une secte, mais c'est quelque chose de mondialement connu, que la maladie de Huntington est une sorte d'exemple en termes de réseau inédit autour de recherche, de prise en charge autour d'une maladie. Donc on est une communauté, les médecins, les chercheurs, et bien entendu, le cœur de la communauté, c'est les familles. Mais on en fait partie, nous aussi. C'est parce que ça interpelle. Quand dans la maladie, dans sa vie professionnelle, on est confronté à une personne qui a une maladie de Huntington et on fait connaissance avec une histoire de vie, ça laisse jamais indifférent. Ce qu'on nous a raconté tout à l'heure, c'est une histoire qui laisse personne indifférent à partir du moment où on a été confronté à ça. Donc, on a envie de creuser et de s'y intéresser. Et donc, on s'est rendu compte aussi qu'on a pu surfer, nous, depuis une quinzaine d'années, sur une politique de santé publique qui nous permet d'organiser des journées comme ça, qui a permis effectivement de dire... Les maladies rares étaient complètement délaissées pendant très longtemps. Il y avait de la recherche que pour les maladies très fréquentes qui concernent beaucoup de personnes en France. Et c'est plus tout à fait la réalité. Il y a une organisation qui fait que maintenant, on peut faire de la recherche et on peut avoir des crédits pour s'occuper des maladies rares. Donc il y a quand même une politique de santé publique et c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Et parmi les dernières innovations, ces dernières années, on a mis en place des équipes relais pour les handicaps rares. Et c'est pas un hasard si la maladie de Huntington, en tant que telle, est identifiée comme étant une maladie dont s'occupent les équipes relais handicap rares. Parce que le handicap rare, c'est les polyhandicaps, l'association de surdité, surdité, cécité et d'autres, avec un autre handicap. Et pour la maladie de Huntington, tout le monde a pris la mesure du fait que c'est une maladie tellement complexe que c'est un handicap rare aussi.
ça donne des handicaps rares, mais ça donne des handicaps rares, puisque comme on l'a vu, effectivement, les gens sont souvent dans des situations cliniques et d'histoire familiale, parfois très très différentes les unes des autres. Voilà, donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui. Et je ne vais pas faire aussi long sur chaque diapositive, rassurez-vous. Alors, parmi les modifications de la santé publique, donc on a organisé depuis 15 ans des centres maladies rares pour qu'il y ait des spécialistes, des experts qui puissent parler et qui puissent prendre en charge les patients et les familles qui sont en proie à certaines maladies rares. Et il y a 15 ans, Madame Bachou-Lévy a candidaté pour faire un centre de référence maladie de Huntington qui a été depuis relabellisé 2 fois. Et actuellement, les contours de ce centre de référence ont un petit peu changé et on s'appuie aussi sur tout un réseau, on s'appuie sur un réseau de centres de compétences puisque depuis le début des années 2000, on a identifié des équipes qui dans les CHU en France s'intéressaient à la maladie et faisaient de la recherche. Et donc c'est un réseau qui fonctionne, qui est très vivant et qui existe depuis 2002 maintenant. C'était même avant les centres de référence et c'était piloté par Madame Bachou-Lévy. Et c'est devenu, depuis, avec tous les plans maladies rares qui ont été mis en place, c'est devenu des centres de compétences. Donc, il y a des centres, vous voyez sur la carte qui s'affiche, c'est les petits points bleus marines, c'est les centres de compétences qui sont reliés aux centres de référence. Vous avez donc en rose et en rouge les centres qui sont, eux, considérés comme des centres de référence. C'est pas les centres de référence, c'est le centre de référence qui se répartit sur plusieurs sites. Alors, il y a la coordination qui s'effectue à l'hôpital Henri Mondor, donc c'est sur Créteil, ça fait partie de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Il y a 2 autres centres parisiens qui sont constitutifs de ce centre de référence. C'est le service de neurogénétique de la Salpêtrière et le service de l'hôpital Trousseau, le service de neuropédiatrie vers lequel on réfère des enfants ou des situations qui méritent d'être réévaluées par quelqu'un qui connaît la maladie de Huntington et qui a déjà vu ces formes si exceptionnelles dont on a parlé. Il y a aussi le centre d'Angers qui fait partie maintenant du centre de référence dont on a beaucoup parlé et qui concerne beaucoup les Bretons puisque c'est, je pense, le centre qui draine le plus de patients qui viennent de Bretagne. Et le centre de Lille qui est un énorme centre aussi avec une très grosse activité clinique et désormais aussi depuis 3 ans le centre de l'hôpital Marin d'Andaille qui en fait depuis une quinzaine d'années reçoit des patients de toute la France pour proposer des activités de médecine physique et de réadaptation pour les patients Huntington et qui est devenu officiellement centre de référence parce que ce qu'ils font là-bas est assez innovant et on pourra être diffusé. Voilà. Donc ça c'est la situation française, mais en fait on est dans un réseau qui est un réseau européen, qui est maintenant un réseau mondial, et tous les centres que vous avez vus en bleu et qui font de la recherche pour la maladie de Huntington proposent alors aux patients qui viennent les voir ou aux personnes à risque, aux personnes qui sont porteuses du gène, d'intégrer des cohortes de suivi international qui fait qu'en fait il y a aussi une communauté scientifique de patients qui participent à la recherche. Il y a plus de 30 000 patients enrôlés dans le monde dans ces études de suivi de cohortes qui sont absolument primordiales pour avancer sur tout ce que le docteur Planès a dit tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qu'on sait de la maladie, y compris à quel âge ça commence, les corrélations entre le génotype et le phénotype, tout ça on le sait de l'observation des gens depuis une vingtaine d'années, depuis qu'on a connu le gène. Alors maintenant, comment on fait pour aider dans la maladie, puisque c'est le gros de ma présentation. On organise des journées comme celle d'aujourd'hui, par exemple, puisque en fait, une journée comme ça consiste à informer et à former aussi les gens. Alors, c'est pas une formation officielle, on rentre pas dans le cadre du développement professionnel continu, mais c'est quand même, on va dire, une formation même informelle, dans la mesure où il y a des professionnels qui se sont connectés aujourd'hui parce qu'ils veulent entendre parler de la maladie pour, on va dire, développer leurs connaissances sur le sujet. Donc il faut informer les professionnels et les familles, les patients. Il faut former aussi les patients à leur propre maladie, parce qu'il faut expliquer les symptômes. On n'est plus dans un cadre de médecine qui fait de la médecine comme avant, où on estime que les gens sont pas compétents pour connaître leurs propres symptômes. Maintenant, il faut tout expliquer, parce que c'est beaucoup mieux d'expliquer si on veut réussir à surmonter certains symptômes.
Je pense que pour aider aussi, il faut anticiper. Ça va faire partie d'une petite partie de ma présentation. Il faut diffuser les bonnes pratiques. Il ne faut pas discriminer les patients. On l'a bien vu ça dans ce que vous nous avez raconté tout à l'heure. On paye cher des années de discrimination vis-à-vis de cette maladie, y compris dans le corps médical. Et il faut dépoussiérer tout ça. Il faut bien veiller à avancer en se gardant de stigmatiser les gens. Et puis parce qu'on est tous convaincus que les choses vont changer dans l'avenir, il faut commencer à le dire. Enfin, il faut qu'on continue à le dire et qu'on le dise de plus en plus. Vous avez vu, on ne peut pas s'empêcher de finir nos présentations maintenant par des présentations qui ouvrent sur les perspectives thérapeutiques, parce qu'on a vraiment pris un virage et il faut que tout le monde le sache. Voilà. Donc voilà comment on peut aider. On peut aider à dire aux gens qu'on espère que les choses changeront dans l'avenir. Alors, pour anticiper, pourquoi il faut anticiper dans la maladie? Encore une fois, c'est formidable qu'on ait commencé par votre présentation, parce que vous nous avez raconté ce qui se passe quand on ne peut rien anticiper finalement et qu'on est obligé de tout vivre au fur et à mesure. Alors, de toute façon, ça se passera toujours un peu comme ça, malgré tout, c'est-à-dire qu'on doit toujours se préparer à vivre des choses qu'on n'avait pas prévues, comme c'est juste l'histoire de la vie en général qui fait ça. Mais lorsqu'on est confronté à ce diagnostic, ou lorsqu'on est un professionnel qui s'occupe de quelqu'un qui a ce diagnostic, c'est quand même important, dans la mesure où on peut mettre en place des choses, d'essayer de se dire que sur une décennie ou plusieurs décennies que va durer la maladie, on a quand même un enjeu de mettre des choses et d'essayer d'avoir un métro d'avance sur les difficultés. Donc, pour les patients, les familles, c'est bien entendu majeur, mais même pour les professionnels qui s'occupent de ça, on essaye toujours d'être un petit peu en avance, d'y penser, tout en mesurant la variabilité et le fait qu'on ne peut rien prévoir. Alors, comment faire? On ne prévoit rien, mais on essaye de se préparer à tout, ou de se préparer à certaines choses en tout cas. Voilà. Et il faut vraiment avoir en tête que pour anticiper, on ne peut pas appliquer des recettes qui vont coller pour tout le monde. Et puis surtout que ce qu'on anticipe à un moment quand on est un professionnel, ou même quand on est une famille, c'est pas forcément ce que peut anticiper la personne malade à ce moment-là. Et que la temporalité de l'anticipation, elle n'est pas du tout la même d'une personne à l'autre et d'un professionnel à un patient. Et il faut en avoir vraiment conscience si on veut que les choses marchent bien. Alors pourquoi c'est difficile d'anticiper? C'est parce que en fait la maladie, elle suit pas une pente linéaire de dégradation irréversible, etc. Ça fait des zigzags. Il y a des gens qui vont très très mal à un moment et 2 ans plus tard iront beaucoup mieux, ce qui paraît un petit peu bizarre quand on imagine que c'est une maladie dite évolutive. Mais en fait, de temps en temps, lorsqu'on passe certaines crises, on s'installe dans des périodes beaucoup plus tranquilles où les gens recommencent à faire des choses et s'ajustent en fait à ce qui est en train de leur arriver. Et on a vraiment l'impression que les gens peuvent traverser des choses qui ne sont pas toujours irréversibles finalement, y compris lorsque ça va moins bien, parce qu'il y a des compensations qui vont se mettre en place qui permettent de recommencer parfois à faire certaines choses. Donc c'est pour ça aussi que c'est difficile d'anticiper. Et puis surtout lorsqu'on est par contre dans un moment très très calme, on n'est jamais à l'abri d'une complication, d'une catastrophe, d'un coup du sort qui fait que tout ce qu'on a mis en place, patatras, il faut recommencer. Donc, c'est difficile d'anticiper aussi parce que chaque fois qu'on va faire une proposition ou chaque fois qu'on voit qu'il faudrait faire quelque chose, cela correspond pour les familles et les patients en particulier à accepter d'avoir perdu quelque chose ou d'avoir perdu ou de risquer de perdre de la liberté. C'est vraiment, je crois, fondamental dans l'histoire des gens, c'est avoir l'impression qu'on les prive de liberté. Et c'est difficile aussi de prononcer les choses. Donc, quand on veut anticiper et dire il faudrait faire ceci, cela, ça veut dire qu'on prononce devant une personne des choses qui risquent de l'effrayer. Déjà, la situation, elle est déjà suffisamment effrayante comme ça, mais on a peur de prononcer des mots ou des termes effrayants. Et donc, c'est difficile d'être dans le bon tempo pour prononcer ces choses-là. Et puis, on a toujours peur aussi, justement, que quand on prononce
quelque chose, par exemple, enfin, quand je dis prononcer quelque chose, je prononcer le fait qu'il serait peut-être temps de faire telle ou telle chose, de mettre en place un dispositif médico-social, une aide technique. Dire le mot fauteuil roulant, par exemple, c'est quelque chose qui peut être terriblement anxiogène à un moment, et on se dit, il va pas bien en ce moment, est-ce que si je dis fauteuil roulant, est-ce qu'il va pas se suicider? Voilà. Donc, on est tout le temps... c'est pas si facile d'anticiper parce que effectivement on a toujours peur de l'effet que vont faire les mots qu'on prononce sur les gens. Et puis voilà, et puis il faut s'ajuster et remettre les choses en permanence en question. On a aussi évoqué tout à l'heure dans votre récit, dans l'histoire de votre vie avec la maladie de Huntington, vous avez parlé de certaines choses qui sont des résistances qui sont classiques aussi dans la prise en charge des personnes. C'est que on sait qu'il y a des freins, il y a des freins qui sont typiques de la maladie de Huntington, qui sont liés aux histoires familiales, qui sont liés aux symptômes et aussi lié au fait qu'on ne sait jamais, au moment où on fait connaissance avec quelqu'un, ce qui, dans sa tête, correspond à quelque chose que la personne anticipe depuis très très longtemps et c'est toujours figuré comme un moment où il ne voulait pas aller, où il n'irait plus loin. Je vous parle du fauteuil roulant parce que c'est souvent assez emblématique. Il y a des gens qui disent je ne finirai pas en fauteuil roulant comme mon frère ou comme mon père, et en fait qui vous expliquent que dans leur tête ils estiment qu'ils n'iront pas à ce niveau-là. Donc dans l'accompagnement, quand on met des choses en place, on tourne autour du pot en permanence parce qu'on se dit si jamais à un moment on fait une proposition, ça risque de précipiter le passage à un acte suicidaire, et donc on fait très très attention. Donc ça fait partie des résistances. Et puis il y a aussi l'histoire des familles qui fait que quand à un moment on fait une proposition de prise en charge en psychiatrie par exemple, quand dans la famille il y a quelqu'un qui a passé 10 ans de sa vie à l'hôpital psychiatrique et qui est mort, c'est un no-go absolu. C'est-à-dire que pour les gens, aller voir un psychiatre, ça veut dire c'est le début de la fin, parce qu'on va rentrer dans un processus, on va être hospitalisé, ça va être terminé, on va mourir à l'hôpital psychiatrique. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui sont des freins. Et du côté des professionnels, il y a des freins aussi, c'est-à-dire que c'est très très difficile d'évaluer quand les gens sont prêts à avoir de l'aide et qu'on remplit tout un tas de dossiers et qu'on fait venir des équipes de la MDPH à la maison. Pour les équipes, c'est difficile des fois d'évaluer le niveau de dépendance lorsque les gens font bonne figure, lorsqu'ils disent que tout va bien, qu'ils arrivent à tout faire très très bien. Et ça c'est très très compliqué aussi d'en tenir compte. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on forme les professionnels et qu'on forme les professionnels à, on va dire, avoir au-delà de ce que les gens disent sur le moment lors d'une évaluation et se réfèrent beaucoup aux certificats médicaux lorsqu'ils sont bien remplis et très détaillés pour expliquer en quoi il y a aussi des déficits et des troubles fonctionnels qui sont invisibles et qui sont très problématiques au quotidien. Voilà. Et puis il y a aussi des réticences pour les professionnels à accompagner des projets qui sont peu communs et qui font que il y a toujours un temps de retard, je pense, pour la maladie de Huntington, pour bénéficier de certaines avancées techniques, etc. Parce qu'on pense que c'est pas applicable dans la maladie de Huntington. Eh ben essayons. Il faut qu'on essaye plus de choses. C'est difficile du point de vue des patients d'évaluer leurs besoins, puisqu'on me dit comment faire pour évaluer les besoins. Parce que je crois qu'il y a tous les gens qui connaissent des personnes atteintes de cette maladie vont dire en grande majorité qu'il y a une grande caractéristique commune, c'est que les personnes ne se plaignent pas, c'est que les gens ne se plaignent jamais. On a dit tout à l'heure à quel point c'était difficile de savoir ce qui cloche parce que les gens ne prononcent pas, mais même lorsque les gens ont la parole et peuvent encore dire ce qu'ils ont, ils ont tendance à ne pas se plaindre. Ils se plaignent très très peu. Alors, le mot, enfin j'ai failli dire le gros mot, pardon. Le mot qu'on a dit tout à l'heure, c'est parce que c'est quelque chose qui est très important à prendre en considération, et effectivement c'est quelque chose que les généticiens connaissent bien, c'est l'anosognosie symptomatique. Alors j'ai dit c'est un gros mot parce que c'est un mot un peu complexe, c'est un mot qui en neurologie veut dire qu'il y a un déficit de perception d'un symptôme qui fait que les gens n'ont pas conscience d'avoir tel ou tel symptôme. Donc c'est un gros mot dans la maladie de Huntington, dans la mesure où ça concerne
certainement pas tous les symptômes de la maladie et ça concerne certainement pas tous les aspects de la maladie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que les gens ne se rendent compte de rien. Vous l'avez dit vous-même, les gens se rendent compte de plein de choses, ils savent ce qui leur arrive. Alors les gens savent ce qui leur arrive, mais pas forcément tout le temps, on va dire, il y a des fois un petit décalage avec leur propre histoire, mais c'est surtout les mouvements involontaires qui ne sont pas perçus. Ça, c'est prouvé, c'est-à-dire que le fait d'avoir un syndrome choréique peut effectivement ne pas être perçu par les personnes au moment alors qu'ils sont choréiques. Mais sur les autres troubles et surtout sur les conséquences fonctionnelles des difficultés symptomatiques, il y a une perception des troubles. Quand les gens tombent, ils savent qu'ils tombent, ils ne sont pas anosognosiques de leur chute. Donc il y a souvent en fait, on ne sait pas comment nommer le fait que les gens disent qu'ils n'ont pas de symptômes. Des fois c'est juste parce qu'ils ne veulent pas s'en plaindre, des fois c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte de certains symptômes sur le plan neurologique comme les mouvements involontaires. Vous avez parlé, vous, de déni. Alors le déni, c'est un mécanisme psychologique, c'est-à-dire que c'est juste en dessous du niveau de conscience, c'est dans l'inconscient, c'est de la psychanalyse. Alors moi, je ne suis pas psychanalyste, je ne sais pas si on peut dire que c'est du déni. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de dénégation, c'est-à-dire que de temps en temps, les gens disent « mais non, pas du tout, je n'ai pas de problème pour faire ceci ». Et en fait, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les personnes savent très bien ce qui arrive, mais ils ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur de la liberté ou ils ont peur qu'on mette des mots sur ce qui est en train de leur arriver. Donc ça dépend du timing et donc c'est très difficile à cause de tout ça d'évaluer les besoins parce que les gens ne vont pas les exprimer forcément toujours à un moment où il faudrait qu'ils les expriment. Voilà. Et puis les gens revendiquent l'autonomie. Vous avez dit il faut essayer de pousser les gens à continuer à faire des choses jusqu'au bout. C'est vraiment l'histoire des patients que je connais depuis 15 ans, c'est que les gens ne veulent rien lâcher eux-mêmes et veulent continuer à faire des choses. Et donc, c'est difficile aussi de dire qu'on a besoin d'aide alors qu'on veut continuer à faire les choses. Voilà pourquoi c'est difficile. Et du point de vue des professionnels, anticiper et évaluer les besoins, c'est qu'on est tous sur le fil du rasoir en train de se dire il faut qu'on évite qu'il y ait des catastrophes, il faut qu'on évite qu'il y ait des ruptures, il faut qu'on évite qu'il se passe des choses, des fractures dans le suivi qui fait que tout d'un coup, on va plus voir les gens et la situation va s'aggraver parce qu'on va pas pouvoir mettre en place des choses. Donc on est tout le temps dans cette espèce de prise en charge qui consiste à dire comment on fait pour éviter qu'il y ait des catastrophes. Ça, c'est notre point de vue à nous. Et pour beaucoup, dont je fais plus partie, je pense, c'est difficile d'accepter parfois de rien avoir à proposer. C'est-à-dire que pour un médecin, à la fin d'une consultation, ne pas faire une ordonnance avec un nouveau traitement, des fois c'est difficile de se retenir de faire un truc parce que en fait on a l'impression qu'on fait pas notre métier si on fait pas une prescription ou si on fait pas une proposition très différente une fois qu'on a entendu les gens. Donc des fois c'est difficile d'évaluer les besoins de ce côté-là, alors que par moment, les patients ont juste besoin qu'on écoute ce qu'ils ont à nous dire et pas forcément qu'on leur fasse une prescription. Et c'est aussi difficile pour un professionnel d'accepter la mise en échec des propositions. C'est-à-dire que quand on fait des propositions et que les patients nous disent « Ah non, ça c'est hors de question », c'est difficile c'est difficile de l'accepter et de se dire qu'on a encore envie de continuer à faire des propositions. Et bien pourtant, il faut continuer. Il faut dire, vous avez le droit de refuser. Et moi, si vous me donnez le droit, je vous reposerai la question et je vous le reproposerai à un autre moment. Parce que tout ça, c'est un travail d'approche et afin d'utiliser la moindre occasion pour proposer une aide qui, à un moment, va paraître acceptable à la personne. Donc voilà comment, à mon avis, on peut aussi aider les gens. C'est en leur donnant du temps pour accepter les propositions qu'on peut leur faire, en sachant qu'on ne va pas forcément être dans le même timing qu'eux. Donc, en fait, c'est à nous de se mettre dans le timing des personnes. Alors, c'est quoi l'anticipation? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure. En génétique, ça veut dire quelque chose. On a dit en génétique, ça veut dire qu'il y a une maladie qui peut arriver plus tôt dans une famille à cause des caractéristiques génétiques. Ça peut arriver plutôt à une génération. Mais d'une manière générale, quand on regarde dans le dictionnaire, l'anticipation, c'est le fait d'avoir un mouvement de la pensée qui imagine ou qui vit d'avance un événement. Et puis l'anticipation, c'est aussi, dans la littérature et au cinéma, c'est un genre qui décrit le monde tel qu'il pourrait être. Et en musique, c'est une dissonance passagère. Et en fait, d'une manière générale, l'anticipation, c'est
pour nous, quand on est professionnel, on se dit comment on fait pour avoir la capacité d'agir d'une façon appropriée, qui prenne compte des événements futurs. Donc nous, on se situe un peu dans cette catégorie-là. C'est-à-dire qu'on essaye d'anticiper pour nous, c'est tenir compte de ce qu'on peut imaginer de la maladie pour avoir on va dire une action appropriée. Mais en fait, c'est un petit peu tout le reste aussi dans la maladie de Huntington. Et c'est aussi de temps en temps une dissonance. C'est une dissonance parce que, comme je vous disais, à force de vouloir anticiper les crises, ce que nous on propose, à certains moments, ça paraît complètement inaudible aux personnes, et c'est comme si on jouait un accord complètement faux à leurs oreilles. Donc, c'est un peu tout ça l'anticipation dans la maladie de Huntington. Et donc, c'est pour pas faire des accords trop faux et pour pas que ça sonne une musique absolument inaudible aux oreilles des gens et des patients en particulier, de temps en temps faire une proposition, ça peut être faire une proposition vraiment pour l'avenir. Lorsque vous signez un prêt à la banque avec votre banquier va pas vous laisser le choix, il va vous dire qu'il faut prendre une assurance, invalidité décès, et pourtant au moment où on achète une maison, personne n'a vraiment l'intention d'être invalide ni de décéder. Mais pourtant on le fait parce qu'on sait que c'est la vie, parce qu'on sait que c'est ça. Et donc de temps en temps faire une proposition médico-sociale ou une proposition thérapeutique, ça peut être proposé comme, on va dire, avoir un métro d'avance en disant on va faire ça au cas où il arriverait quelque chose, même si on sait déjà que peut-être c'est déjà le moment, mais voilà, des fois c'est plus facile pour quelqu'un de se projeter dans quelque chose qui va arriver mais qui n'est pas encore là. Et puis c'est toujours utile aussi pour éviter la dissonance d'attendre que la proposition vienne de la personne. Quand quelqu'un dit « Oh, c'est dommage, je peux plus aller à une exposition parce que c'est trop fatigant. Il y avait l'exposition Van Gogh il y a pas longtemps, j'aurais voulu... » Enfin là, on parle d'une autre vie, hein, quand il n'y avait pas les masques et le gel hydroalcoolique. Mais bon, ça va revenir, donc il faut aussi qu'on anticipe là-dessus. Donc, quand les gens sont obligés de renoncer à des choses, il faut que nous, on se situe pour dire « Tiens, il veut renoncer, il veut pas renoncer à ça, c'est un regret. On va lui proposer de continuer à faire ça. » Et du coup, la proposition, c'est pas faire le deuil de quelque chose, mais au contraire, c'est continuer à faire quelque chose d'une façon différente. Et donc, il faut se saisir de toutes ces occasions où au lieu de faire une fausse note dans la consultation, en fait, on fait un accord qui sonne très juste et qui est très joli. Voilà. Et puis, comme je vous disais, on dit toujours, on en reparlera. Alors, je vais passer très vite parce que les situations, je suis beaucoup trop lente en fait. Donc, je n'ai pas regardé mon chronomètre, mais ça ne va pas du tout. Donc, je vais aller très vite sur les situations à anticiper sur le plan médico-social. C'est le travail. Comment on fait pour garder les ressources des gens? Parce que les familles ont besoin d'argent pour vivre. Quand on est malade à 40 ans ou à 35 ans et qu'on ne va plus toucher son salaire à plein ou qu'on risque de perdre son salaire, son emploi et d'avoir des ressources extrêmement diminuées, forcément, ça va impacter aussi toute la famille. Donc, lorsqu'on est un professionnel et qu'on prend en charge des gens au début de la maladie ou avant qu'elle arrive, c'est important de commencer à se projeter dans un avenir avec l'objectif de maintenir les gens dans leur travail le plus longtemps possible. Donc comme ça, on peut anticiper. On peut anticiper aussi lorsqu'on sait qu'à un moment le travail va s'arrêter, lorsqu'on les a protégés dans le travail, qu'ils continuent à travailler, mais qu'on sent que le moment d'arrêter l'activité professionnelle va arriver. Il faut anticiper sur la fracture que ça va représenter et essayer de commencer à mettre en place des choses avant que la fracture arrive. Il faut aussi anticiper sur le fait que lorsque les gens vont commencer à avoir besoin d'un petit peu d'aide, même sur des choses on va dire très subtiles dans leur vie, il faut essayer d'obtenir des majorations tierces personnes pour faire valoir cette aide-là, afin que dès le début, le rôle de l'aidant naturel, qui est en général le conjoint, ou en tout cas un aidant familial, soit reconnu et soit reconnu financièrement. Et en plus, quand il y a besoin de déclencher des aides assez rapidement, c'est souvent un petit peu plus rapide en timing que les compensations données par la MDPH. Et la mise en place d'une prestation de compensation du handicap aussi, je passe très vite dessus parce que je ne suis pas là pour entrer dans des grands aspects techniques, mais on peut aussi anticiper. C'est-à-dire que même quand les gens n'ont pas besoin d'aide à la personne, qui sont tout à fait autonomes pour leur toilette, pour manger, etc., à partir du moment où ils ne font plus certaines choses tout seuls à l'extérieur du domicile, on peut déjà lancer des demandes de prestation de compensation du handicap pour une aide à la vie sociale. En gros, effectivement, financer le fait
qui peuvent être accompagnés dans certaines activités dans la cité. Et ça, c'est déjà aussi une façon d'anticiper sur les choses et d'avoir un pied dans la porte et un pied dans la porte à la MDPH, parce qu'après, faire des ajustements, ça sera beaucoup plus rapide. Voilà comment on peut faire. L'orientation vers un établissement médico-social, en ce qui me concerne, en tout cas, je le propose aussi aux gens, même lorsque le projet de vie est de rester à la maison. C'est-à-dire qu'avoir une orientation par la MDPH pour vivre dans un établissement médico-social, ça ne veut pas dire qu'on va aller vivre à un moment dans sa vie dans un établissement médico-social. Ça veut dire que juste, on a cette possibilité, si à un moment ça devient préférable, et c'est surtout qu'on peut aussi y faire du répit, parce que de toute façon, on a besoin de répit. Vous avez peut-être pas beaucoup parlé de ça, vous, mais parce que c'est peut-être pas votre expérience, mais globalement, les gens ont besoin à un moment de se reposer. Et se reposer en pouvant passer le relais, même sur des périodes très très courtes, c'est un gros enjeu justement pour que les gens puissent continuer à accompagner leurs proches, à mon avis. Donc on peut aussi anticiper là-dessus. Je dirais que pour anticiper, il faut vraiment accepter la notion d'imprévisibilité. Et puis, il faut aussi permettre à la parole des patients d'être toujours prise en compte dans l'élaboration d'un projet. C'est-à-dire qu'on ne va rien pouvoir mettre en place à marche forcée dans la maladie de Huntington à cause des symptômes même de la maladie de Huntington. Alors, diffuser les bonnes pratiques, c'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi. Je suis en train de regarder mon timing. Je vais être obligée de passer très vite là-dessus. Donc, diffuser les bonnes pratiques, c'est savoir s'informer au fur et à mesure sur comment on fait pour traiter les symptômes, comment on fait pour les expliquer, comment on fait pour les dépister. Il se trouve qu'on en a parlé tout à l'heure. C'est comme ça que les médecins classifient en général les symptômes d'une maladie. Lorsqu'il y a des gros groupes de symptômes, on aime bien employer des mots comme ça, de dyade, de triade. Et c'est vrai que la maladie de Huntington, personne ici n'ignore que c'est une maladie qui donne des troubles moteurs, des troubles cognitifs et des troubles psychiatriques. Et en fait, moi, je rapproche souvent les troubles cognitifs et les troubles psychiatriques parce que ça donne, on va dire, toute une série de choses qui sont très intriquées et qui donnent un tableau, on va dire, psychocomportemental. Donc, comment on fait pour passer de la constatation d'un tableau de difficultés motrices, avec la chorée, avec tous les autres symptômes moteurs qui ralentissent le mouvement, qui font qu'on perd en efficacité gestuelle, qu'on a du mal à avaler, qu'on a du mal à communiquer, à parler, qu'on devient raide, etc. Comment on fait pour passer de ça à des propositions thérapeutiques qui ne vont pas concerner en général strictement les symptômes, mais plus les conséquences fonctionnelles. Donc, on est obligé au fur et à mesure de faire face à des choses qui vont s'installer, comme le fait de perdre progressivement la marche, de faire des chutes à répétition, de gérer la sécurité qui en découle, de faire face aussi à la maladresse gestuelle, parce que c'est simple pour les patients pendant très longtemps d'utiliser leur téléphone portable, l'ordinateur, mais à un moment, ça risque de poser problème. Donc, comment on fait aussi pour anticiper là-dessus et fournir des outils qui permettent d'être utilisés plus longtemps ? On sait qu'à un moment donné dans la maladie, on va avoir plus de mal aussi à déglutir. Et la grosse préoccupation aussi par rapport à ça, c'est comment on fait pour maintenir son poids et ne pas voir les aspects nutritionnels aggraver tous les autres symptômes de la maladie. Et la réduction de la parole aussi, elle est à anticiper avec les problèmes des troubles de la communication. Et pareil, comment on construit un projet où on tient compte de ce déclin des possibilités de communication pour essayer de les compenser. Alors, une des choses que je dis toujours par rapport à la prise en charge des symptômes, parce que ça fait vraiment partie, à mon avis, des bonnes pratiques à diffuser, c'est que le traitement pharmacologique, mettre des médicaments pour la chorée, ce n'est pas du tout obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne traite la chorée que si les gens ont un impact fonctionnel de cette chorée et une gêne exprimée. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de traiter une chorée qui ne gêne personne. C'est quelque chose qui est absolument inefficace et qui fait que le rapport entre le bénéfice des médicaments et les effets indésirables ne va pas du tout être en faveur des médicaments, et donc ça n'a aucun intérêt. Je le dis parce que c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas parce qu'on a des mouvements involontaires qu'il faut essayer de les supprimer. Déjà, on ne va pas y arriver. Et surtout, de temps en temps, les gens s'en
s'en accommodent très bien parce que justement pendant des années ils les ont pas forcément ressentis, ils ont appris à vivre avec ces mouvements involontaires et ils s'en débrouillent très très bien. Donc essayer de le supprimer si eux-mêmes ne sont pas gênés, ce n'est pas efficace. Et ça fait partie des messages qui sont importants à diffuser parce que c'est pas parce qu'on voit quelque chose quand on est un médecin qu'il faut qu'on s'y attache ou qu'on s'y attache vraiment beaucoup. Donc par contre, il y a des médicaments. Quand on est gêné, il y a plein de médicaments. Il faut savoir, on va dire, les essayer les uns après les autres. Vous nous avez montré une longue liste où il y avait des médicaments de la Corée, mais il n'y avait pas que des médicaments de la Corée au milieu. Mais effectivement, il faut faire des expériences et puis on s'arrête lorsqu'on trouve un traitement qui convient et puis après, on le réajuste et on peut en changer tout au long de l'évolution. C'est surtout aussi sur la prise en charge, comment on fait pour prendre en charge des troubles de la déglutition et les conséquences. Ça, c'est très difficile à anticiper. Il ne faut jamais non plus ignorer le fait que des fois dans des familles, les gens sont terrifiés dès qu'ils commencent à avaler un peu de travers parce qu'il y a quelqu'un qui malheureusement est décédé d'une fausse route dans la famille. Ça, c'est toujours intéressant de le savoir parce que ça nous permet à nous aussi d'anticiper de façon un peu différente au cours des consultations sur la façon dont on va en discuter. Donc bien entendu, il faut adapter progressivement les textures, etc. Il faut donner du temps et en même temps ralentir les gens pendant les repas. Et il faut faire de la rééducation de la déglutition. Ça marche. Il faut donc prescrire ce genre de choses. C'est beaucoup plus utile de prescrire ça qu'un traitement de la corée lorsque la corée n'est pas gênante. Et bien entendu, surveiller les difficultés nutritionnelles et les anticiper. Et je pense que plus les années plus les années passent depuis 15 ans, et plus on a une façon différente de voir aussi les dispositifs qu'on peut mettre pour pallier les problèmes de déglutition. Et on essaye de dissocier les sondes d'alimentation on va dire d'un accompagnement de fin de vie, parce que dans un accompagnement de fin de vie, cela n'a aucun intérêt de poser une sonde gastrique, mais de temps en temps, pour certains patients qui ont vraiment des grosses difficultés à un moment où ils sont peu avancés dans la maladie ou pas très avancés dans la maladie, ça peut être très intéressant. Donc c'est des discussions. Nous, on fait bouger les lignes en fait en permanence depuis 15 ans sur ces sujets-là. Je vais passer un petit peu vite et je voulais aller sur les troubles cognitifs parce que ça fait vraiment partie des choses très importante pour comprendre certains symptômes et certains freins à la mise en place des propositions qu'on peut faire. Dans les symptômes cognitifs que les personnes vont avoir, c'est particulièrement important de dépister deux grands blocs de symptômes, c'est l'atteinte des fonctions exécutives, ça je vous expliquerai ce que c'est, et les troubles de la cognition sociale. Parce que finalement, c'est vraiment ça qui va poser problème dans la maladie et dans le développement de la maladie. Alors, la grosse, on va dire, la grosse partie des difficultés cognitives qui vont se développer sont de l'ordre de ce qu'on appelle le syndrome dysexécutif dans la maladie de Huntington. Et c'est un mélange de choses presque contradictoires. C'est un mélange de déficit et on va dire de choses qu'on a en excès qui peut être très différent aussi d'une personne à l'autre. Mais vous allez comprendre globalement, en fait, c'est le fait que les gens manquent de motivation. Donc, on a parlé de l'apathie. Et l'apathie dans la maladie de Huntington, ça vient du syndrome dysexécutif. Ça vient de cette panne neurologique de motivation pour faire certains actes dans la vie quotidienne. C'est pas le fait que les gens sont pas motivés, comme moi je suis pas motivée de faire mon ménage de temps en temps le week-end. Hein. C'est pas ça. C'est vraiment la motivation, y compris même quand on a faim, pour se lever, aller dans un frigidaire et manger. C'est aussi un mélange de choses sur le contrôle de son comportement, le contrôle de sa pensée, l'inhibition de choses que normalement on doit savoir éteindre dans son cerveau pendant que je vous parle. En même temps, j'essaye d'allumer certaines cases et j'en éteins d'autres pour contrôler certains comportements. C'est ça qui fonctionne beaucoup moins aussi bien dans la maladie de Huntington. Et c'est de là que découlent certains traits, on va dire, de caractéristiques de la maladie cognitive qui font que les gens sont à la fois apathiques, sont à la fois irritables, parce qu'ils ont du mal à contrôler leur impulsivité et à contrôler leurs pensées, qu'ils ont tendance à persévérer sur certaines idées et qui sont inflexibles et qu'on a du mal à les rediriger. Et alors, pour peu qu'ils soient un peu irritables,
et inflexible, bien entendu, ça peut donner des choses très bruyantes en termes de comportement. Et l'irritabilité, elle est pas psychiatrique, souvent dans la maladie de Huntington, elle est aussi liée au fait que les gens ont du mal à se rediriger, à être interrompus, et que ça les met dans des situations tellement problématiques qu'ils éclatent. Voilà. Ça donne aussi des troubles de l'attention, de la planification des tâches, de la mémoire de travail, tout ça. C'est toutes ces choses-là qui font que les choses de la vie du quotidien sont beaucoup moins faites. Quand on a un tableau comme ça, que toutes ces choses-là se mélangent, bien entendu, ça donne un tel niveau de frustration que comme en plus on est impulsif et qu'on a du mal à contrôler ses émotions, et ben forcément on s'en prend à soi-même souvent, et on s'en prend beaucoup à ses proches et en général à ceux qui sont le plus près. On a entendu parler tout à l'heure effectivement de la façon dont des proches peuvent focaliser l'agressivité d'une personne. Les gens sont très focalisés comme ça parce que c'est la personne qui aide le plus qui forcément prend le plus cher. Voilà. Donc c'est ces symptômes-là qu'il faut dépister dès les premières consultations, parce qu'il faut qu'on mette en place des choses dès les premières consultations. Quand ça existe, il faut dire c'est pas acceptable. Il faut qu'on trouve une façon de faire. Il faut qu'on désamorce l'irritabilité. Il faut désamorcer les violences. Il faut désamorcer, on va dire, cette colère que les personnes peuvent ressentir. Et l'autre partie des troubles cognitifs, c'est les troubles de la cognition sociale. C'est-à-dire que on a du mal à reconnaître certaines émotions. C'est pas que les patients ne ressentent plus rien, c'est qu'ils ont des fois du mal à reconnaître les émotions sur le visage des autres, et ils ont aussi du mal à exprimer leurs propres émotions. C'est-à-dire que derrière le masque qu'ils nous présentent, il se passe tout un tas de choses que nous, on n'arrive pas à dépister. Et donc, lorsqu'on parle à quelqu'un qui commence à être un petit peu agacé, on arrive à se rediriger en disant « Oh là là, je vais pas aller aussi loin, je vais m'arrêter là tout de suite ». Mais quand on parle à quelqu'un qui a une maladie de Huntington et qui n'arrive pas à nous montrer sur son visage qu'on est en train de l'agacer, on peut aller un petit peu trop loin, et donc du coup on va aller jusqu'à la colère ou jusqu'à déclencher une manifestation impulsive. Donc ça c'est très important aussi pour comprendre qu'on avance souvent avec des pincettes, et il faut faire très attention. Et il y a d'autres déficits aussi qui sont liés au fait que on a l'impression que les patients sont décrits comme égocentriques ou avec des relations interpersonnelles très très perturbées. Alors c'est sûr qu'il y a des altérations cognitives qui provoquent ça, le fait d'avoir des troubles de l'attention et des fonctions exécutives, mais il y a aussi des altérations vraiment spécifiques de la cognition sociale qui font que de temps en temps les personnes ont un petit déficit effectivement pour se mettre, pour deviner ce que leur interlocuteur va penser. Et nous, on en a besoin aussi de ça pour communiquer correctement dans la vie de tous les jours. Et les patients sont un peu en déficit là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas s'inquiéter ou se préoccuper des autres. C'est que dans la relation, il y a des petits dysfonctionnements comme ça, des fois imperceptibles, qui peuvent mettre les gens dans des situations de grande ambiguïté, de grande ambivalence qui sont problématiques. Alors, c'est important de dépister les troubles psychiques, et j'ai dit que la chorée, c'était pas la peine de la traiter si elle gênait pas, on ne la traite que si elle gêne. Mais par contre, l'anxiété, les troubles de l'humeur, les idées noires, ça il y a toujours une indication à le traiter. Et la meilleure des indications, c'est que ça marche quand on les traite. Donc il faut ça c'est vraiment la priorité. La priorité dans la maladie, c'est pas de traiter la chorée. Quand on voit des patients au début, c'est de dépister ce qui ne va pas à la maison, c'est de dépister la souffrance et de traiter l'anxiété, la dépression et l'impulsivité. C'est ça. Je crois que ça fait vraiment partie des bonnes pratiques. C'est ça qu'on ne traite pas ce qu'on voit en consultation, on traite ce qui se passe à la maison, on traite la complexité de la situation. Je vais passer très vite là-dessus. Voilà, donc j'ai dit que je voulais dépoussiérer des clichés au passage. Je vous ai parlé tout à l'heure de la nosognosie, donc c'est un terme à utiliser avec prudence. Moi, je dis qu'il faut surtout se poser la question quand on a l'impression que les gens disent non lorsqu'on leur pose une question. Est-ce qu'on pose la bonne question ? Parce que quand on dit à quelqu'un « est-ce que vous bougez ?» qu'il est comme ça, là, enfin, je ne sais pas si vous me voyez, et qu'il vous dit « non, pas du tout, je n'ai pas de mouvement involontaire », et on pose peut-être pas la bonne question, parce que si on lui dit « est-ce que vous vous cognez un peu dans les portes ? Est-ce que vous laissez échapper des objets ?» Là, la personne, elle est capable de dire « oui, effectivement, j'ai des modifications motrices », et c'est un petit peu comme ça qu'il faut aller par tâtonnement. Je vous dis juste un mot de l'ETP, parce que ça fait partie des choses qu'on est en train de développer en France. On a mis de l'éducation thérapeutique du patient dans
toutes les spécialités. Et on a toujours toujours un petit métro de retard, je pense, pour les maladies qui touchent la cognition des gens. Mais on peut faire de l'éducation thérapeutique du patient dans la prise en charge de la maladie de Huntington. Et j'espère qu'un jour, je serai réinvitée peut-être en Bretagne ou ailleurs pour parler des programmes qu'on est en train de mettre en place lorsqu'on aura des résultats. Parce que je n'ai aucun doute sur le fait que donner aux gens les armes pour se battre au quotidien contre cette maladie, ça peut marcher. Alors, on va essayer aussi de dire qu'il ne faut pas... Est-ce que j'aurai 5 minutes de plus? Voilà. Ne pas discriminer dans la maladie de Huntington. Ça, c'est une très, très vieille affaire. On a parlé de secret de famille tout à l'heure. On a parlé de secret de famille. Le secret de famille, il est aussi lié au fait que la société n'est pas prête à accueillir depuis très longtemps des personnes qui sont différentes. Et la discrimination génétique et la maladie de Huntington, c'est une très vieille affaire. Le docteur Planès vous a dit qu'on connaissait le gène de la maladie depuis une trentaine d'années, ou effectivement depuis 1993. Mais depuis que la génétique mendélienne s'est diffusée dans le monde, on sait que la maladie de Huntington, c'est une maladie génétique. Donc on a très vite repéré effectivement qu'il y avait des maladies comme celle-là qui se transmettaient de génération en génération avec un mode spécifique de transmission. Et ça a été aussi à un moment, la médecine a contribué à entretenir les secrets de famille et à faire que les gens se sont cachés, parce que en fait ce que la société essayait de faire, c'était de supprimer la maladie en stérilisant les gens, en empêchant les gens de se marier ou en les exterminant. Je veux dire, la maladie de Huntington, ça fait partie des maladies qui étaient ciblées par les politiques d'extermination du Troisième Reich. Voilà, faut le savoir. Et puis, en dehors, on va dire, d'un régime aussi catastrophique, même dans l'Amérique démocratique du XXe siècle, il y a eu des lois absolument épouvantables qui étaient des lois inspirées par un médecin qui s'appelait Davenport, qui ont conduit à la stérilisation massive de ces familles. Donc, quand des gens naissaient dans les années 40 ou 50, ils étaient encore sous le coup de ces lois. Donc quelqu'un qui était dans une famille où il y avait cette maladie génétique, elle avait absolument aucun intérêt à se déclarer comme étant porteuse de la maladie génétique, puisque sinon elle pouvait pas se marier sans être stérilisée. Voilà. Donc les raisons pour lesquelles il y a eu des secrets de famille à un moment fait que c'est la société qui n'était pas capable d'accueillir les gens aussi. C'est des choses importantes parce que les familles apportent, sans le savoir, ce poids-là d'un siècle de discrimination génétique. Donc voilà, je voulais en parler parce que ça a donné lieu au fait que, effectivement, on a expliqué plein de choses en disant c'est une maladie qui fait que les gens sont complètement asociaux, c'est des gens qui finissent tous à l'hôpital psychiatrique, il faut absolument éradiquer cette maladie et les gens qui la portent de la société. Et ça a contribué vraiment, ces thèses-là, à toute une iconographie de la maladie de Huntington qui reste. Hein. Il y a encore des gens qui pensent que, effectivement, les sorcières de Salem, c'est pour ça que je vous ai mis cette illustration sur ma présentation, que les sorcières de Salem, c'était en fait des femmes atteintes de maladie de Huntington, ou qu'il y avait des femmes de maladie de Huntington parmi les sorcières de Salem. En fait, ça vient d'une thèse d'un psychiatre qui prenait les lois eugéniques, qui s'appelait Vesey, et qui a fait la généalogie de deux de ses patients et qui remontait à deux femmes qui ont été pendues au XVIIe siècle en Nouvelle-Angleterre dans les grands procès de sorcellerie. Et en fait, c'est une erreur parce que c'était des homonymes, donc c'est absolument faux. Ça repose sur une erreur historique. Cette histoire, c'est une légende, une vieille légende huntingtonienne, et c'était surtout, c'était censé servir à justifier les lois eugéniques. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas recommandables, pas fréquentables, il faut éradiquer la maladie. Donc voilà, les secrets de famille, c'est aussi des secrets qui reposent sur ça. Donc ça a fabriqué de la honte, hein, ça a fabriqué de la honte. Et je pense que maintenant, ça en fabrique pas, puisqu'il y a des gens qui viennent raconter leur histoire pour sensibiliser et demander, on va dire, qu'on fasse des progrès dans la prise en charge des gens. Donc il y a des familles extraordinaires, comme celle des Wexler
aux États-Unis, qui sont la communauté Huntington leur doit une fière chandelle. Donc Alice Wexler, elle a raconté l'histoire de Huntington, elle a raconté l'histoire de sa famille, et c'est elle qui a démonté la thèse de Vesey sur les sorcières de Salem. Et il y a sa sœur qui a fait partie de l'équipe qui a découvert le gène, Nancy Wexler, qui est partie au Venezuela pour prélever des centaines de personnes, ce qui a permis de trouver le gène qui nous permet aujourd'hui d'avoir beaucoup d'espoir pour l'avenir. Donc voilà. Et puis il y a beaucoup moins de honte aussi parce qu'il y a des professionnels qui sont formés. C'est le fait que les gens s'adressent, ça savait pas où s'adresser aussi avant en disant on ne sait pas quelle porte frapper, puisque les gens nous disent ah ben oui mais moi je ne connais pas la maladie de Huntington. Maintenant les gens se trouvent de moins en moins dans cette situation-là parce qu'il y a de plus en plus de ressources nationales et des ressources locales. Quand il n'y a pas une ressource médicale locale, on trouve au moins des ressources médico-sociales qui sont formidables et qui permettent quand même d'avancer, et y compris d'être réorientés vers des centres, même si c'est un peu à distance, pour avoir en plus un avis médical compétent. Oh, vous êtes derrière moi. Je finis quand même pour regarder l'avenir. Allez, parlons d'espoir. Celle-ci, elle n'est pas intéressante. On va aller, celle-ci non plus. Alors, il ne se passe pas une consultation maintenant sans qu'on parle de ce genre de choses, parce que c'est important pour les patients, y compris qui sont bien avancés dans la maladie, parce qu'à côté d'eux, il y a un conjoint, souvent, qui s'inquiète pour ses propres enfants, pour les petits-enfants. On ne prend plus en charge la maladie de Huntington en 2021 comme on la prenait en charge en 90 ou en 2000. Je pense que vraiment les choses ont changé aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de traitement curatif. Demain, il n'y aura peut-être pas, quand je dis demain, c'est-à-dire en 2021-2022, à court terme, il n'y aura peut-être pas un traitement curatif. Mais à court terme, c'est-à-dire dans les 5 années qui viennent, je pense qu'on peut commencer à espérer des traitements qui vont changer l'évolution de la maladie. C'est ça qui est quand même vraiment très fortement dans les tuyaux, avec l'arrivée des thérapeutiques innovantes qui sont issues de la recherche sur de la thérapie génique. Alors, elles ne s'appellent pas toutes des pistes de thérapie génique, parce que la thérapie génique, c'est modifier le génome de quelqu'un. Donc, toutes les thérapeutiques qu'on propose, et en particulier celles qui sont testées actuellement, ne sont pas de la thérapie génique dans ce sens-là. Mais on les appelle quand même de la thérapie génique parce que ça va modifier l'expression du gène, parce que le but de ces thérapies-là, c'est de baisser la production de la protéine anormale. Donc, ça... C'est une des possibilités là que vous voyez là sur la présentation. On essaye d'attraper le problème à plusieurs niveaux, mais entre le gène et l'anomalie dans le code génétique et la production de la protéine anormale. Donc on peut aller ou directement essayer d'aller sur les chromosomes dans l'ADN des personnes pour modifier l'expression du gène à la source, c'est-à-dire en venant perturber le gène direct. Alors il y a quelques pistes, mais qui sont peu avancées en termes de développement chez l'humain et qui vont pas arriver tout de suite, parce qu'il y a des choses qui sont un petit peu plus intéressantes encore. Mais il y a des outils moléculaires qui permettent de faire ce genre de choses à titre expérimental. C'est qu'on peut bloquer un gène maintenant. On sait le faire. On ne sait pas encore le faire chez les patients Huntington. Il y a quelque chose dont tout le monde a entendu parler, puisqu'il y a eu un prix Nobel de chimie cette année qui a été décerné à une Française en collaboration avec un autre chercheur sur CRISPR-Cas9. Tout le monde a entendu parler de ça, parce que CRISPR, c'est un outil d'édition du génome. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est capable pas forcément de réparer, mais de modifier l'expression d'un gène en allant directement découper avec une petite molécule qui s'appelle une nucléase, qui va découper les deux brins et empêcher la lecture en fait du code génétique. Donc ça, c'est un truc absolument extraordinaire, et il y a beaucoup de recherches sur CRISPR-Cas9 dans la maladie de Huntington, avec des équipes qui sont très 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 investies là-dedans. Et la problématique, c'est pas encore chez l'humain non plus, parce que il s'agit de traitements qui peuvent être absolument définitifs, c'est-à-dire que quand on va modifier le génome, les effets
effets à long terme sont actuellement pas du tout connus. Donc on ne peut pas passer tout de suite chez l'humain, mais il y a beaucoup de réflexions, y compris avec des équipes qui ont fabriqué un petit système moléculaire où la petite molécule qui s'appelle une nucléase qui est censée découper l'ADN, ce ciseau moléculaire, elle s'autodétruit. Donc en fait, ils ont fait un petit jeu de mots et ça s'appelle Kamikaze 9 sur Kamikaze, parce qu'en fait, elle fait son boulot et après elle se détruit pour éviter que ça aille découper d'autres gènes qui n'ont rien à voir avec la maladie. Voilà. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est très très spectaculaire pour l'avenir et on a beaucoup d'espoir là-dedans. Après, il y a d'autres petites molécules qui peuvent aussi intervenir un petit peu plus loin dans le processus de fabrication de la protéine, au niveau de l'épissage, c'est-à-dire entre ce qu'on appelle l'ARN messager, le pré-ARN messager et l'ARN. C'est-à-dire qu'il y a une étape de la fabrication vers la fabrication de la protéine qui est réduite et qui permet la réduction de la protéine anormale. Et ça, c'est très très intéressant. Ça va arriver probablement en 2022 en essai thérapeutique chez l'humain, et ce sont des molécules pair-os. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, je vous parle de quelque chose qui est déjà chez l'humain, puisque ça a commencé en 2020. Donc, il y a des patients actuellement dans le monde qui ont été inclus dans cet essai. Et aux dernières nouvelles, il y a 4 patients qui sont dans cet essai. Il y a 2 patients qui prennent le traitement et 2 patients qui prennent le placebo. Alors, c'est pas vraiment un placebo, c'est parce que c'est un traitement chirurgical. C'est un traitement qui consiste à insérer dans le cerveau des patients un adénovirus, donc un petit virus qui est un vecteur, qui est inactivé, qui ne peut pas donner une maladie infectieuse, et dans lequel il y a un petit bout de génome qui va rentrer dans les systèmes, dans le système nerveux des patients, dans les cellules, dans les neurones. Et ce petit bout de génome va permettre finalement de fabriquer le médicament à l'intérieur du cerveau. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans les études précliniques, on se rend compte que quand on l'injecte à un endroit du cerveau, ça se diffuse après dans le reste du cerveau. Et donc, il suffit d'une seule intervention chirurgicale pour apporter cette modification du génome qui va permettre de fabriquer ce qu'on appelle un petit ARN interférent qui va agir pour réduire la protéine anormale. Donc, c'est très, très, très encourageant. Et alors, on fait les patients qui sont dans l'étude, il y a des patients qui vont avoir le produit et des patients qui vont juste avoir une fausse chirurgie. On leur fait un petit trou de trépan. Donc, le patient, il pense il sait pas s'il a eu la fausse chirurgie ou s'il a eu le médicament. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire aussi, c'est que les médecins qui l'évaluent ne vont pas savoir. Il y a que le neurochirurgien qui a fait l'injection qui peut le savoir. Donc, tout le monde reste ce qu'on appelle aveugle sur le fait qu'on a pris ou pas le traitement. Ça s'appelle une fausse chirurgie. Les Américains appellent ça un sham. Et donc, il y a 4 patients qui sont en novembre 2020 qui ont reçu ce produit. Donc voilà, c'est les pionniers de ce traitement qui va probablement arriver, si ça se passe bien dans cet essai pilote. Il est probable qu'il y ait un essai de plus grande envergure qui soit proposé dans les années qui viennent, mais ça, si ça se passe bien, ça va arriver vite. Et je vais vous parler de ce qui arrive là, parce qu'en fait, c'est déjà dedans. Là, en France, peut-être que certaines personnes qui sont connectées sont concernées par ce que je vais dire, mais il y a des patients qui font un essai de thérapie génique. Alors, de thérapie génique, pour le coup, là, on n'appelle pas ça normalement vraiment de la thérapie génique, puisque en fait, on modifie pas le génome des gens. C'est juste que ce qu'on injecte dans le système nerveux, en faisant une ponction lombaire, c'est-à-dire comme une péridurale, hein, pour celles qui ont accouché ou ceux qui ont eu une chirurgie sous péridurale, on fait un petit prélèvement et on injecte un produit directement dans le système nerveux. Et le but de ce traitement qu'on injecte, c'est de se fixer sur le pré-ARN messager et empêcher la formation de la protéine anormale. Donc, c'est des techniques de réduction de la protéine anormale, de la toxicité de la protéine anormale sur le système nerveux. Et donc ça, c'est en cours d'évaluation à très très grande échelle, puisque dans les essais pilotes, on s'est rendu compte que ça marchait comme on l'espérait, c'est-à-dire que ça fait bien baisser la protéine anormale. Ça, on le sait déjà. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si le fait de faire baisser cette protéine anormale, ça va modifier l'évolution des gens. Alors bien entendu, on l'espère, hein, mais c'est ce qu'on est en train d'essayer de prouver. Et c'est pour ça qu'il y a eu environ 800 patients dans le monde qui sont inclus simultanément dans l'essai Roche, qui est un oligonucléotide antisense. Et l'essai, il est déjà commencé depuis 2019, en fait. Hein. Donc, résultat prévu en 2022. Donc, en 2022, on saura si on va commercialiser peut-être le premier traitement. Donc, j'ai pris du retard.
mais j'ai terminé. Si je finis par ça, comme Monsieur Planès tout à l'heure, c'est pas pour rien. C'est que on parle de choc, on parle de quelque chose qui fait des ravages dans les familles, qui fait des ravages dans la vie des gens, qui commence même à faire des ravages alors que les gens sont peut-être même pas porteurs de la mutation eux-mêmes. On est obligé de mélanger la connaissance de ça avec ce qu'on anticipe de l'avenir qui aujourd'hui est beaucoup plus favorable que ce qui se passait il y a 15 ans. Donc voilà. Pour les patients, pour tous ceux qui sont malades, il faut qu'on anticipe sur comment on fait pour les aider à vivre au mieux avec leurs symptômes. Et pour la génération d'après, ou ceux qui sont malades maintenant en début de maladie, je pense qu'on va se diriger de plus en plus vers des possibilités thérapeutiques qui vont modifier l'évolution de la maladie et donner plus de temps. Parce qu'en fait, on a tous besoin de plus de temps. J'ai fini.